conduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mercredi 26 juillet, Québec veut augmenter le nombre de radars photos sur les routes de la province. Le téléphone en classe n'aurait pas sa place en classe selon un rapport de l'UNESCO et Alex Galchenyuk poursuivi pour près de 400 000 $ par la Banque Royale. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Salut Marianne. Québec envisage d'augmenter considérablement le nombre de radars photos sur les routes de la province. Selon des informations obtenues par la presse, le gouvernement du Québec prévoit de multiplier par 6 le nombre de radars photos présents sur les routes. Actuellement, au nombre de 54, ces appareils pourraient atteindre plus de 300 au cours des 5 prochaines années. Le ministère des Transports se penche particulièrement sur l'utilisation de radars capables de sanctionner les excès de vitesse moyenne sur de longues portions de route dans le but de dissuader durablement les automobilistes. Et bien que 250 nouveaux équipements soient déjà envisagés pour les 5 premières années, le plan d'acquisition n'est pas définitif et pourrait faire l'objet d'un appel d'offres public après une démarche de sondage de l'industrie. Il y a le professeur de Polytechnique Montréal, Nicolas Sauné, qui a expliqué à Radio-Canada en 2021 que les radars, ça fonctionne. Ça fonctionne tant pour baisser la vitesse que pour diminuer le nombre d'accidents avec blessures, ce qu'on veut vraiment diminuer. Il ajoute aussi que les excès de 20 km/h ou plus vont diminuer de façon notable. Or, ce sont ces vitesses les plus élevées là, qui risquent de causer des accidents très graves. Et de son côté, le porte-parole de CAA Québec, David Marcil, a mentionné que l'ajout de radars ne pourra jamais remplacer la présence de corps policiers sur le terrain. J'ai parlé avec Robert Poitier tantôt qui m'a convaincu que... Oui, ancien ministre des Transports. Parce que moi, j'ai souvent l'impression qu'on ralentit, surtout dans notre coin, là, quand tu le connais, le radar, là, il est là. Tu ralentis quand tu passes proche du radar puis tu accélères après. Là. Je suis pas tout seul à faire ça. Là. Je veux dire, je vois les lumières rouges des autos en avant. Là, ils passent de 120 à 100 puis après ça repart. Fait que des fois, je me demande un peu l'efficacité, mais lui est convaincu que ça aide à réduire les accidents. Alors, tant mieux. Puis en même temps, ils nous avertissent toujours qu'il y en a. Là. Fait qu'il faut être dans la lune pour se faire prendre. D'un autre côté, il ne faut pas que ça devienne des guichets. T'sais, s'il y a des endroits où c'était pas vraiment problématique à accident. Il donnait l'exemple, par exemple, de la 15 Sud, où ils se sont rendus compte que les accidents étaient sur l'heure de pointe, alors que les grandes vitesses étaient le soir. Donc, ils l'ont enlevé, même s'il était très lucratif. Il ne faut pas que ça devienne une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Là, on va suffisamment en chercher comme ça. Là où j'ai un peu plus de misère, là, c'est leur espèce de système qu'ils voudraient mettre en place, qui ferait en sorte qu'on nous tague, si je peux dire, au début par exemple, de la 20, et qu'on nous scanne à nouveau en sortant de la 20. Donc là, on pourrait faire un calcul. Montréal-Québec, tu es supposé faire ça en 2h15. Tu l'as fait en 1h55, donc ta vitesse moyenne était de temps. Donc, voilà ton ticket. Là, j'ai un peu l'impression d'être suivi, on est proche du Big Brother. Là. Tant qu'à ça, barrer mon auto pour pas que j'y aille, là, si vous êtes pour me limiter comme ça. Là. Fait que ça c'est à voir, cette façon de faire... à suivre, mais si ça peut diminuer le nombre d'accidents, tant mieux. Il y a une étude récente qui révèle des résultats préoccupants sur l'impact de la technologie en éducation. C'est ce qu'un rapport diffusé par l'UNESCO a conclu. Selon cette recherche, peu de preuves solides soutiennent la valeur ajoutée de la technologie dans les salles de classe. Au contraire, le simple fait pour les élèves d'avoir un téléphone intelligent à portée de main semble avoir un effet négatif sur leur apprentissage. Cette étude-là a été menée dans 14 pays différents et soulève des questions quant à l'utilisation appropriée de la technologie dans le contexte éducatif. Au Québec, au printemps, la Fédération des syndicats de l'enseignement a révélé que 92,4 % de ses membres étaient d'accord avec l'interdiction des téléphones en classe, à moins qu'ils soient utilisés à des fins pédagogique. Et l'étude révèle le fait que le cellulaire est une source de distraction pour les jeunes, que des pays l'ont banni des classes, mais il ne va pas jusqu'à recommander directement son interdiction, que ce soit par les gouvernements ou encore par les autorités scolaires. Hey, moi, je l'interdirais tellement. Là. Le cellulaire en classe, ouais, même que ça me fâche des fois quand mes enfants me textent, puis je leur réponds juste
T'es pas en classe, toi? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone dans les mains? C'est tellement difficile de se concentrer. Tu sais, moi, je le sais, là, j'écris des textes, je crée des jeux de société. Là. Un téléphone qui te bosse, ça te sort de ton... De ta concentration. De où est-ce que tu étais. Ouais. Je trouve que ça t'empêche d'aller plus loin. Je trouve que, tu sais, dans plein milieu d'un problème mathématique, je trouve que ça devrait... Moi, ce serait dans les cases. Ça devrait pas rentrer dans la classe. Ça déconcentre les jeunes. Ils sont déjà suffisamment là-dessus. En plus de ça, tu sais, à un moment donné, même si le professeur nous donne 5 minutes de pause, là, jasez entre vous autres. Allez pas sur vos téléphones. Déjà qu'ils ont des tablettes maintenant de plus en plus, des ordinateurs. Moi, le téléphone cellulaire, j'aurais aucun problème à ce que, mettons, ma commission scolaire où vont mes enfants ou l'école disent, nous autres, il y a un sac à l'entrée, là, puis c'est là qu'ils volent le téléphone. J'applaudirais. Ils le reprendront à la récré. Puis je pense même qu'on devrait commencer à donner l'exemple, nous, les parents. Tu sais, moi, j'en reviens pas maintenant. Tu écoutes des émissions de télé, là, puis c'est pas rare de voir les animateurs qui ont ça sur leur bureau. C'est ton téléphone personnel. Qu'est-ce qu'il fait sur ton bureau? T'es en train d'animer. Tu sais, je peux comprendre, là, des fois, mettons, j'écoute la date limite des transactions. Là, ils ont ça parce qu'une nouvelle peut sortir à tout moment. Mais t'es pas supposé avoir ça toujours avec toi. Tu sais, j'en jasais. Même chose avec les montres intelligentes. On avait cette discussion-là toutefois avec des amis parce qu'on a un groupe d'amis. Puis des fois, on se texte beaucoup. Puis là, il y en a une qui a dit, hey, moi, j'ai une montre intelligente. Elle est hygiéniste dentaire. Tu sais. Elle dit, tu sais, je vois passer le message sur ma montre pendant qu'elle travaille dans la bouche du patient. Tu comprends? Elle est droitière. Fait que du coin Chaque de fois l'œil. qu'il y a une notification, ça vibre. Ouais, du coin de l'œil, il est capable d'aller checker sur sa montre. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas sain. C'est pas simple. Il y a le mode ne pas déranger qui existe. Je sais, mais c'est tentant de le laisser allumer. Puis des fois, on le laisse allumer juste parce que, justement, on a des enfants. Puis on se dit, tu sais, s'ils ont besoin de nous autres, s'ils nous appellent, s'ils sont pris quelque part, il y a un accident, ils ont une panne, ils vont nous écrire. Tu sais, fait que tu veux pas le mettre sur ne pas déranger. Mais il va falloir trouver des façons de faire, puis surtout d'être respectueux des gens qui nous entourent avec les montres et les téléphones. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une étude qui a été publiée en janvier dernier qui alertait les risques pour la santé liés à la consommation de 3 verres d'alcool par semaine. Et bien là, cette étude-là est remise en question parce que selon des informations obtenues par Le Devoir, les auteurs de cette étude-là seraient affiliés à un groupe prônant la non-consommation d'alcool. C'est des doutes sur la pertinence qui avait déjà été soulevée par un expert lors d'une entrevue ici à Cube Radio. C'est le cardiologue Martin Junot qui avait affirmé que des chercheurs de l'étude auraient pu être aveuglés par leur idéologie. Il avait même avancé que le rapport serait basé sur une méthodologie douteuse lors de son entrevue à Cube. Le rapport le rapport émanant du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances avait provoqué un fort écho en début d'année. On se rappelle, Jean-François, là, en mettant en garde contre le fait de consommer plus de 2 verres d'alcool standard, ce qui ferait en sorte qu'on augmenterait les risques de blessures et autres problèmes de santé. Cependant, avec ces nouvelles informations sur les liens potentiels entre les auteurs de l'étude et un groupe qui prône la non-consommation d'alcool, ben là, il y a un grand débat là, qui grandit sur la fiabilité des résultats initiaux. Mais que ce soit vrai ou pas, cette étude-là, là, moi, je suis en train de réduire drastiquement ma consommation d'alcool. Puis je pense parce que je vieillis. D'un, je trouve qu'on en consomme trop partout pour tout. Tu arrives chez quelqu'un et il t'offre une bière. C'est comme ça. Même si tu arrives d'aller marcher en montagne, une bonne bière en revenant, non, un bon verre d'eau. Je m'excuse, mais un bon verre d'eau. Mais on dirait que c'est quasiment mal vu. Je trouve aussi que j'ai 2 amis qui consomment pas d'alcool. Puis, tu sais, des fois, on fait des soupers, mettons, tout le monde ensemble. Puis là, le lendemain matin, première chose que je sais, c'est qu'à 9h, il est en train de faire du jogging, eux autres. Alors que moi, je suis en train de me remettre. Non, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui se saoule, mais tu sais, veux pas, tu dors pas aussi bien, tu te lèves un peu plus magané, puis je trouve tellement qu'ils ont plus d'énergie. Fait que en vieillissant, là, je veux réduire de beaucoup. Puis si vous voulez aller écouter la chronique d'Émilie Grenier, elle nous a fait ça la semaine dernière. Sur les lendemains de veille. Sur les lendemains de veille, sur ce que ça fait au corps, sur pourquoi on a mal à la tête, tu sais. Pourquoi notre foie travaille si fort. Pendant que notre foie travaille, qu'est-ce qu'il fait pas? Fait que, tu sais, on se rend compte que sur le corps, l'alcool, c'est 0 bon. C'est agréable, j'aime le bon vin, mais je vais faire un peu comme la poutine.
Tu sais, moi, la poutine, j'essaie d'en manger une par mois. Mais quand je la mange, Faut qu'elle soit bonne. faut qu'elle soit bonne. J'ai pas le droit de manquer mon coup. Là. Ça peut pas être une poutine avec du fromage râpé puis des frites, des petites frites secs. Là. Tu sais, je connais mes places, je vais aller la manger là. Mais je pense que l'alcool, je vais commencer à faire pareil. Donc, quand j'en consomme, je vais m'assurer de mieux boire et moins boire. Dans les nouvelles du monde virtuel, on s'attarde à une personnalité avec des milliers d'admirateurs qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Mila Sofia. Elle captive les utilisateurs, notamment sur Instagram, TikTok, YouTube et même sur ce qu'on appelait dans le temps le Twitter. Sur X. Sur X, exactement. Ben, Mila Sofia, sur ses réseaux sociaux, partage sa passion pour les voyages et aussi pour son corps de rêve avec ses nombreux followers, ses abonnés, pardon. Petit détail, Mila Sofia, ce n'est qu'une création fictive. Malgré sa population et son apparence attrayante, elle n'existe pas dans la réalité. Mila Sofia, c'est l'une des premières influenceuses virtuelles qui est générée par l'intelligence artificielle. Sur sa page web, elle dit être âgée de 19 ans et être originaire de la Finlande. Elle affirme aussi vouloir révolutionner le monde de la mode. Et sous ses différentes publications web, il y a des hommes qui publient des commentaires là, en lien avec sa splendeur, son sourire, la perfection stéréotypée de son visage et aussi la rondeur de ses courbes. Et pourtant, il est bel et bien mentionné chaque fois qu'il s'agit d'images qui sont générées artificiellement par une puissance informatique. Donc, c'est difficile de dire si ces gens-là savent qu'ils ont affaire avec une femme synthétique ou du moins qui sont pas au courant là, que c'est pas de la réalité, mais la belle Mila n'est que le fruit de l'imagination d'un ordinateur bien entraîné. Je n'ai qu'un seul commentaire. Tout ça me fait peur. Tout ça te fait peur, ouais? Ah ouais, c'est juste le début de l'intelligence artificielle. Je veux dire, j'ai vu des images, là, des photos, des vidéos. C'est à s'y méprendre. C'est difficile de savoir si c'est une... Tu sais, surtout maintenant avec les filtres, avec les chirurgies, avec tout ça. Des fois, un vrai être humain, tu fais, es-tu vrai? Es-tu pas vrai? Ah oui, il est vrai. Puis là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Tu sais, il est pas vrai, mais tu te demandes s'il est vrai. Fait que, tu sais, la propagande que ça va faire dans le futur, la désinformation qu'il peut avoir. On parle souvent des petites filles qui sont complexées. Là, imagine quand tu leur montres des personnages parfaits comme ça, parce qu'il est créé par ordinateur. Oui, je sais pas si tu as vu des photos de cette influenceuse-là, mais ça frôle ça vient du moins là, chercher tous les critères de beauté là, qui est répandu sur les réseaux sociaux, là, cette Mila Sofia qui, je rappelle, dit être originaire de la Finlande. Ah ben OK. Je suis sur ces images présentement. Ouais. Et on jurait qu'elle est vraie, là. Je veux dire, je verrais passer ça sur mon fil mais Instagram. Rapidement, on peut voir. Oui, si tu t'attardes, là, tu fais « Ah non, détails. OK, c'est pas vrai. » Mais si tu fais juste comme, tu sais, aller rapidement, là, je me ferais prendre. Puis effectivement, je veux dire, c'était une princesse. Je vais le dire comme ça, là. Elle est blonde, magnifique sourire, la peau juste assez bronzée et tout aux bonnes places. Oui. Puis elle a quand même sorti quelques citations, là, cette influenceuse tirée de l'intelligence artificielle. Elle dit être une influenceuse virtuelle générée par l'IA n'est pas un parcours éducatif typique, mais laissez-moi vous dire que je suis toujours en train d'apprendre et d'évoluer grâce à des algorithmes sophistiqués et à analyser des données. J'ai cette base de connaissances massives programmée en moi me tenant au courant des dernières tendances de la mode, des informations sur l'industrie et de toutes les avancées technologiques. Elle mentionne même réfléchir actuellement pour quelle marque devenir ambassadrice de mode et influenceuse virtuelle. Dans le fond, on est quand même peut-être mieux avec elle qu'avec ceux de Sunwing ou la fille de l'UQAM. On jase, là. Tout savoir en 24 minutes. Le hockeyeur Alex Galchenyuk fait face à une série de problèmes financiers et juridiques après avoir récemment rencontré des ennuis avec les autorités en Arizona, suivi de la résiliation de son contrat avec les Coyotes. Voilà qu'une nouvelle tuile s'abat sur lui. C'est la Banque royale du Canada qui a entamé des poursuites contre le joueur qui est âgé de 29 ans pour une somme de près de 400 000 $. C'est une somme qui correspondrait à un non-respect de contrat
contrats impliquant plusieurs centaines de milliers de dollars. En juin 2014, quand il était pour le CH, Galchenyuk avait contracté un prêt d'une valeur de près de 300 000 dollars américains auprès de la banque. C'est ce qu'on peut lire dans une requête introductive d'insistance récemment déposée au Palais de justice de Montréal. Ça représente une valeur aujourd'hui là, d'environ presque 400 000 dollars en monnaie canadienne. Et en avril dernier, la banque lui aurait signifié qu'il était en défaut de paiement, mais il aurait refusé de payer le montant qu'il devait à l'institution bancaire. Donc, la banque désire aujourd'hui que Galchenyuk rembourse l'entièreté du prêt avec des intérêts à un taux annuel de 9,2 %. On parle beaucoup de lui récemment, Alex Galchenyuk, là, qui s'est fait prendre. On se souviendra, là, il avait signé un contrat d'agent libre avec les Coyotes de l'Arizona. Finalement, est allé faire du grabuge dans la cour d'un voisin, voie de fait. Il a résisté à son arrestation. En tout cas, bref, il s'est excusé. Il a été évidemment relâché par les Coyotes de l'Arizona, a perdu son contrat. Il s'est excusé et il vient d'entrer dans le programme d'aide aux joueurs, là, un peu comme Carey Price a décidé de faire il y a quelques années. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est allé chercher de l'aide, probablement trop tard. Je comprends pas l'entourage d'Alex Galchenyuk. Là. Il y avait un papa très, très présent. Je comprends pas, puis on ne saura jamais si le Canadien avait été plus paternaliste avec lui. Peut-être qu'on aurait évité tout ça. Puis peut-être que non plus, là, on ne le saura pas. Mais tu sais, Alex Galchenyuk, on l'a pris, on l'a amené ici. C'est un 3e choix total. Il a fait l'équipe à sa première année. C'est devenu une star instantanée parce qu'il était bourré de talent, là, ce joueur-là. Et puis on l'a laissé se prendre un appartement au centre-ville de Montréal avec tout ce qui s'ensuit. A eu des mauvaises fréquentations dans la ville, dans l'équipe. A eu une blonde, là, je me souviens d'une histoire, là, la police a débarqué chez eux, sa blonde avait porté plainte, il avait trouvé de la poudre chez eux. En tout cas, après ça a été de fil en aiguille mauvais et déplorable dans sa vie, dans sa carrière aussi, parce qu'évidemment, un va avec l'autre. On sentait qu'il n'était pas capable de se faire de place dans aucune équipe, puis pas juste à cause de son jeu sur la glace. On sentait qu'il y avait quelque chose qui accrochait dans sa personnalité puis dans la vie. Fait que moi, pour vrai, je trouve ça triste. Je sais que souvent, les gens vont faire « tant pis pour Galchenyuk », puis ils vont même rire de Galchenyuk. Mais je veux dire, si ça arrivait à un gars dans une usine, on n'en rirait pas. Quelqu'un qui a tout flobé, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, des problèmes de consommation. Mais vu que c'est un joueur de hockey, qu'on est un peu jaloux de son talent, on dirait qu'on se permet... connaît son salaire aussi. Oui, on dirait qu'on se permet d'en rire. Fait que je trouve ça vraiment... puis, tu sais, s'il ne paye pas ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de sous. J'en ai aucune idée. Ou c'est peut-être juste parce qu'il n'avait pas envie de le payer. Mais c'est un gars qui a fait 20 millions à peu près là, dans sa vie. Fait que, tu sais, comment tu peux avoir fait 20 millions puis te retrouver avec une poursuite là, parce que tu n'as pas payé la banque comme ça? Comment il a pu contracter un prêt de 300 000 alors qu'il faisait 4 millions par année? Tu sais? Fait que son entourage était pas bon, sa vie était pas bonne. Puis là, ce que je trouve plate, c'est que même s'il se remet sur les rails, tu sais, là, il est rendu à 28, 29 ans, son plus beau de sa carrière est passé. S'il a dilapidé sa fortune en plus, c'est un gars qui va se retrouver devant rien alors qu'il avait tout pour lui. Économie. As-tu regardé les billets d'avion récemment, toi, Jean-François? Non, je me tiens loin de ça parce qu'apparemment que c'est très, 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 très cher. Ben, c'est parce que le fait de comparer là, les différents billets d'avion, ça devient vraiment une mission impossible. On dit que c'est la tarification des voyages en avion qui est une question qui suscite de plus en plus d'attention. Selon un expert, la tarification des billets d'avion est devenue une tactique visant à compliquer la comparaison des prix pour les acheteurs. Il y a un chargé de cours à l'Université McGill qui a occupé un des postes de gestion chez Air Canada pendant 18 ans, qui mentionne que lui, il lève son chapeau aux consommateurs qui sont capables d'éclaircir tout ça parce que lui, ça fait 40 ans qu'il travaille en tarification aérienne et qu'il n'a jamais vu une telle complexité. C'est rendu qu'on a besoin d'un doctorat pour comprendre et expliquer la manière d'établir les prix. Puis souvent, les consommateurs là, cherchent à aller obtenir les meilleurs prix pour leurs billets d'avion, mais les compagnies aériennes, eux, répliquent de plus en plus avec des méthodes européennes qui visent à augmenter les revenus sur ces compagnies aériennes-là avec des options là, pour ajouter un prix au vol, comme exemple le choix des sièges, les bagages, les repas, la possibilité de changer ses plans, etc. Et ça peut faire tripler
le prix du vol annoncé. Par exemple, une visite qui a été faite sur le site de Porter, qui est pour réserver un vol aller-retour Montréal-Vancouver du 8 au 16 octobre. Ça donne un prix de base de 327 $. Et si vous acceptez de payer 355 $, là, vous gagnez la possibilité d'avoir un bagage en cabine et celle de pouvoir changer le plan de vol moyennant d'autres frais. Vous bénéficiez aussi de l'enregistrement électronique et d'un crédit voyage en cas d'annulation. Ensuite, on vous offre la possibilité du combo sélection de siège et un bagage en soute à partir de 45 $ par personne par destination. Et là, si vous voulez vous assurer de pouvoir changer de vol en cas d'imprévu, il faudra débourser un minimum 46 $ par passager par destination. Donc, ça monte vite. Puis, si on a un bagage en extra au retour qu'on enregistre à l'aéroport, le prix là, sera beaucoup plus élevé que lors de la réservation du vol. Oui, puis on se fait prendre. Je pense qu'ils nous ont parlé sentiments parce que la première fois que tu y vas voir le prix des billets d'avion, tu te rends pas jusqu'au bout. Tu sais, mettons que tu vas aller à Vancouver. Puis là, tu vas voir. Puis là, mettons, ça dit 400 $. C'est quand même 400 $. Puis là, t'en parles. Puis là, tu commences à regarder ce que tu préfères à Vancouver. Puis là, tu oh mon Dieu, ça va être le fun. Parce que tu te rends pas au bout de ta transaction. Mais là, quand tu le fais pour vrai, là, tu réalises que 400 $, c'est le billet, mais il est rendu sec, le billet. Là, tu sais, c'est que le billet. Puis là, tu veux prendre l'annulation, tout d'un coup, qui t'arrive de quoi? Là, c'est l'option Flex. Puis là, oups, c'est un petit peu plus cher. Oui, tu as plusieurs options là, pour ton billet d'avion. Puis là, tu en rajoutes, puis tu en rajoutes. Puis là, à un moment donné, voulez-vous sélectionner vos sièges? Ah ben oui, on va être assis ensemble. Ah ben, il faut payer ta barouette pour... Puis là, si tu veux avoir les places où tu peux avoir les pattes allongées, tu sais, devant les rangées, là, c'est rendu 50 $ du siège. Tu sais, fait que ça a juste plus de bon sens. C'est comme ça qu'ils nous ont. Puis l'autre affaire que j'ai appris récemment, c'est que ils sont capables de retracer notre ordinateur. Donc, si vous allez régulièrement voir, je vais prendre encore l'exemple de Vancouver, vous allez voir parce que ça vous tente, souvent le prix de Vancouver, il va jamais baisser. Parce que l'algorithme fait en sorte qu'il se dit, OK, lui, là, il veut aller là. Il veut vraiment y aller. Il va finir par l'acheter, le billet. Donc, ils vont jamais vous le baisser. Ça ne veut pas dire qu'il va augmenter, mais l'ordinateur est capable de vous reconnaître puis de savoir que vous êtes sur le bord de l'acheter. Donc, on va vous charger le plein prix. Le Monde. Il y a un incident dramatique qui s'est produit dans le quartier de Manhattan, au cœur de la ville de New York, mercredi. C'est une haute grue de chantier qui s'est partiellement effondrée et ça a entraîné une collision avec un gratte-ciel voisin et la chute de débris dans les rues. Selon les autorités new-yorkaises, cet accident est survenu peu avant 7h30, heure locale. Il semblerait qu'un incendie se soit déclaré dans la cabine de la grue, entraînant la chute spectaculaire du bras de l'engin. Il y a 6 personnes qui ont été légèrement blessés par cet événement. Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que l'incident aurait pu être bien pire, qu'ils ont été extrêmement chanceux ce matin. C'est ce qu'il a déclaré à des journalistes. Et le chef adjoint des pompiers de New York, Monsieur Fiver, a indiqué que l'appareil était en train de soulever 16 tonnes de béton quand les câbles ont été fragilisés par l'incendie de la cabine. Et l'opérateur de la grue a essayé d'éteindre le feu, mais les flammes étaient beaucoup trop importante pour pouvoir arrêter cet incendie. Et c'est pas la première fois là, que ça arrive. C'est arrivé en 2016. Une grue s'est effondrée à Manhattan lors d'un épisode de grand vent violent et de neige qui a tué une personne. Merci beaucoup, Marianne. C'était Tout savoir en 24 minutes.